Alors ça voulait jouer au chef de guerre et ça finit humilié, écrasé et obligé d'accepter la paix imposée par Trump et Poutine. C'est la réalité. Pendant des mois et des mois, il nous a vendu la guerre totale. Parlait de ne pas laisser la Russie gagner, suggérer l'envoi de troupes et jouer au dur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se prend la réalité en pleine face. Le sommet de Paris, une espèce de cirque qui est en train de tourner au ridicule, qui a tourné au ridicule. Notre président bien-aimé voulait un sommet européen pour montrer que l'Union européenne tenait bon, et le résultat, c'était quoi en fait? Une réunion inutile, sans décision, sans consensus, où tout le monde se contredit. Voilà. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne refusent d'envoyer des troupes. Ils ne suivront pas Macron dans son délire belliciste. Même la Pologne commence à hésiter. Elle, qui était pourtant la plus agressive de toute l'équipe là, rappelez-vous, elle commence à comprendre que plonger dans ce conflit serait suicidaire tout simplement. L'Union européenne divisée, incapable de parler d'une seule voix, comme toujours, je serais tenté de dire, pendant que le nôtre, qu'est-ce qu'il fait? Il se ridiculise avec son mini-sommet. Les vraies négociations ont eu lieu à Riyad. Trump, Poutine et Ben Salman ont discuté d'un plan de paix sans même consulter l'Europe. Ça, c'est la réalité. Bon, ça y est, il est arrivé à Washington. Ouais. Moi, je parle d'Emmanuel Macron. Donc, il s'est rendu à Washington, comme l'appellent les médias, une visite express. Voilà. Donc, il va, d'après les médias, tenter de plaider la cause de l'Europe devant Donald Trump. Tenter de plaider la cause de l'Europe. Mais c'est pas ça le plus marrant de l'histoire. Rappelez-vous, il y a quelque temps, je vous disais qu'il va apprendre ce que c'est et ce que signifie le terme humiliation. Eh bien, ça a commencé, je crois. Regardez cette séquence de son arrivée à Washington, de l'arrivée à la Maison Blanche, carrément. Personne pour l'accueillir dehors. Mais quand je vous dis personne, il n'y a même pas le majordome, quoi. Il y a peut-être le mec qui ouvre la porte, tu vois, de la Maison Blanche. Il n'y a même pas Trump, il n'y a personne, mais personne. C'est un chef d'État qui se pointe à Washington et il n'y a personne pour l'accueillir. Pire encore, ils sont obligés de klaxonner pour signaler leur présence. Regardez. La honte, mais la honte de fou, quoi. Quand on disait que ça allait être une humiliation, on se moquait de nous. Les gars, le mec, il arrive, il n'y a aucun comité d'accueil, il n'y a personne, c'est un chef d'État qui se présente. Qu'est-ce qu'ils t'ont trouvé pour contrecarrer ça? Oui, mais non, mais c'était, il se rendait juste à une visioconférence pour le G7 ou je sais pas quoi. Deuxième humiliation, durant la conférence de presse, plutôt à la fin, quand il lui a parlé de son épouse. Je ne vais pas répéter ici ce qu'il a dit. Allez regarder la séquence, elle est juste énorme. Et la dernière humiliation, c'est que à peine il avait terminé le rendez-vous avec Trump, que les États-Unis et la Russie votaient ensemble un texte sur la paix en Ukraine, sans mentionner en aucun cas et en aucun point et à aucun moment l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc tout le blabla qu'il était en train de faire quand il était assis à côté de Trump et que l'autre il lui ricanait au nez, parce qu'il faut quand même regarder, eh bien il a servi strictement à rien, hormis à se faire ridiculiser et qu'on devienne encore une fois la risée de la planète et de l'univers, parce que dans la foulée, la Russie et les États-Unis ont voté ensemble aux Nations Unies. Mais les amis, mais à quel moment ça a déconné? Mais à quel moment c'est parti en cacahuète? C'est con qu'on va arrêter d'être la risée de la planète. Mais je viens de voir la vidéo sur François Bayrou, là. Mais comment est-ce que c'est possible? Que tu le veuilles ou non, mais que ce pays a connu tant de grandeur, tant de gloire. On se retrouve avec des types pareils, mais regardez la vidéo de Bayrou. Mais c'est un truc de fou, on n'est même plus sur un naufrage. Regardez ça, sérieux, on en parle juste après. Nous avons adopté un texte sur... que je dise pas de bêtises sur le titre exact du texte. Je suis là dans une seconde. C'est quoi? Asile-immigration. Voilà, c'est ça. Le pacte asile-immigration. Ce pacte asile-immigration, il touche une directive
et 9... je suis avec 9 règlements. Et les mois qui viennent doivent nous permettre de mettre en place les adaptations nécessaires sur ce sujet. Je croyais qu'il y avait un verre d'eau, mais il n'y en a pas. Entre deux pays souverains, où ça ? Oh là là, c'est dissimulé dans le tréfonds des... Entre deux pays souverains. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'ampleur? Est-ce que vous vous rendez compte des dégâts? Bon, eh bien, ça y est, vous êtes contents, bravo. Ça y est, vous avez fermé C8. Ils l'ont fermé, les amis. Ils ont fermé la première chaîne de la TNT, quand même, en France. Ils ont fermé la seule chaîne qui osait encore dire ce que d'autres taisent, quand même. La seule qui osait inviter des gens qu'on voulait surtout pas voir sur les plateaux. Et tout ça pourquoi? Parce que 15 types qui n'ont jamais été élus par personne ont décidé que cette chaîne ne devait plus exister. C'est formidable. Dans le pays de la liberté d'expression, des droits de l'homme et compagnie. 15 personnes ont choisi ce que 2 à 3 millions de téléspectateurs avaient le droit de regarder ou pas. L'Europe s'est sacrifiée pour l'Ukraine. L'Europe s'est sacrifiée pour l'Ukraine, les amis. On nous a vendu cette guerre, rappelez-vous, comme une lutte pour la liberté, pour la démocratie, pour le droit international, pour la souveraineté ukrainienne. Et en réalité, c'était un piège géopolitique magistralement orchestré. Et les seuls gagnants de cette histoire sont ceux qui ont poussé à l'escalade. On parle bien entendu des Américains qui n'ont jamais eu besoin d'envoyer un seul soldat sur place. Ils ont juste vendu des armes, ils ont vendu du gaz, ils ont vendu leur influence. Et le résultat, aujourd'hui, on se retrouve avec une Europe et ses élites qui continuent de brailler, mais qui sont à genoux. L'Ukraine est en ruine et les États-Unis sont plus forts que jamais. Et l'industrie de l'armement américaine, eh bien, explose avec des profits, mais qui sont records. Et le gaz américain est imposé aux Européens à prix d'or, 4 fois plus cher que le gaz russe. Donc l'hégémonie du dollar est renforcée, pendant que l'euro, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se ramasser. Et l'Europe dans tout ça, à votre avis? Eh bien, elle a tout perdu. Les gouvernements européens ont vidé leurs caisses pour financer une guerre qu'ils ne pouvaient pas gagner, mais c'était impossible. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'inflation a explosé, les prix de l'énergie ont flambé, les classes moyennes ont été complètement broyées sous le poids des sanctions complètement absurdes, et maintenant, ils viennent nous dire qu'il va falloir continuer. Non mais c'est une blague. Les États-Unis s'apprêtent à se retirer complètement du jeu avec leurs profits en poche, tranquille, et ils vont en prendre encore plus, pendant que les Européens, eux, restent seuls face à Poutine. Mais au lieu de prendre acte de l'échec, eh bien qu'est-ce qui se passe? Macron et ses alliés veulent doubler la mise. Ils parlent maintenant d'envoyer des troupes au sol, de renforcer l'engagement militaire, encore plus d'armes, plus de financement, et d'aller encore plus loin donc dans l'escalade. Pourquoi? Eh bien parce que l'Europe a besoin d'un choc pour se maintenir. C'est toujours la même stratégie, créer une crise suffisamment grave pour renforcer l'intégration européenne et encore plus d'Europe, plus de centralisation. Ça a fonctionné avec la dette, ça a fonctionné avec la crise migratoire, avec le coco, et maintenant ils veulent utiliser la guerre pour accélérer la centralisation du pouvoir à Bruxelles. Et si pour ça il faut provoquer la Russie, ben, ils n'hésiteront pas une seconde. Bon les amis, l'Europe est en totale roue libre. Au lieu d'arrêter le carnage, eh bien, elle appuie sur l'accélérateur. Et aujourd'hui, à Londres, ils sont en train d'appuyer sur l'accélérateur parce qu'ils sont en pleine réunion d'urgence. Alors pourquoi? Eh bien, parce que Trump a claqué la porte à Zelensky et que d'un coup, l'Europe a compris qu'elle était seule, en fait. Elle était seule. Mais à ce moment-là, quand t'es seul et que t'as pas ou peu de ressources, au lieu de te poser la question évidente comment on sort de ce bourbier, eh bien non, l'Europe, elle décide de s'enfoncer encore plus. Alors, les 3 milliards encore de Madame von der Leyen, là encore le Britannique 3 milliards de livres sterling. Alors, c'est pas pour reconstruire, hein, pas pour négocier, non, non. C'est pour fabriquer encore plus d'armes, pour intensifier le conflit. Et en plus, cet argent, ils prennent où? Alors, c'est soit dans la poche des contribuables, soit alors dans les avoirs russes gelés. Donc, en gros, ils vous pillent et ils pillent des fonds étrangers pour continuer à alimenter une guerre qui dure quand même depuis plus de 3 ans et qui n'a aucun vainqueur possible. Et pendant que ce petit monde se tape dans le dos sur ce grand soutien à l'Ukraine, eh bien, ils discutent d'un truc encore plus grave. Est-ce que vous pensez que c'est un plan pour faire cesser le conflit? Bien sûr que non. C'est clair et net. C'est un plan plutôt pour l'élargir, sous couvert de sécurité européenne, toujours. Rappelez-vous la stratégie du spillover effect de laquelle j'ai parlé hier. Plus de crises suffisamment fortes pour justifier plus d'Europe. Et là, le vrai sujet du sommet, c'est pas l'Ukraine. C'est la guerre future. Le truc, il est clair comme de l'eau de roche. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Poutine observe. Le Kremlin est en train de jubiler.
Trump et Moscou se rapprochent. Et au lieu de comprendre qu'il est temps de calmer le jeu, l'Europe fait quoi? Elle joue les gros bras. 3 ans que l'Europe balance des milliards pour tenir bon, alors qu'elle devrait être en train de négocier. Jusqu'où ils sont prêts à aller avant de comprendre qu'ils se tirent une balle dans le pied. Alors quand je vois tout ça, quand je vois cette logique qui n'est pas respectée, étant donné que les deux grands sont du même côté, du même avis, même les trois avec la Chine, et que nous, on ne produit rien, on est dans un déficit pas possible, on est endetté, ultra endetté, nos populations sont appauvries, nos industries sont ruinées. Enfin, je peux continuer comme ça longtemps, mais quand je vois tout ça, je ne trouve d'explication que cette fameuse stratégie du spillover effect, c'est-à-dire créer une crise suffisamment forte pour justifier encore plus d'Europe, encore plus de centralisation, encore plus d'élimination des nations, pour confier de plus en plus tout le pouvoir au pouvoir central, qui est un pouvoir supranational, qui est Bruxelles. Donc ça m'amène à me poser la question suivante. Ce sommet, est-ce que c'est vraiment une réunion pour sauver l'Ukraine, ou c'est plutôt un conseil de guerre? Dites-moi en commentaire votre avis, s'il vous plaît, si c'est plutôt un conseil de guerre pour vous, ou plutôt une réunion honnête en faveur de l'Ukraine. Je vous souhaite une excellente journée.